En cet après-midi d'été caniculaire dans le nord-est du continent américain, les habitants de New York et de Toronto attendent le week-end avec impatience. Aucun d'eux n'a idée de ce qui est sur le point d'arriver. L'hôtel de ville a rapidement été fermé au public. Une coupure de courant de grande ampleur a frappé les En États-Unis. quelques secondes, une centaine de centrales se sont arrêtées et 50 millions de personnes se sont retrouvées sans électricité. L'état d'urgence a été déclaré dans l'État de New York par le maire, M. Bloomberg. En quelques secondes, 50 millions d'individus sont privés d'électricité, de téléphone et d'eau. Des milliers de gens se retrouvent prisonniers dans des ascenseurs et dans le métro. Les gens étaient pris de panique. On ne pouvait plus respirer. Ça va aller, ma grande, t'inquiète pas. Nous sommes le 14 août 2003. Le montant des dégâts consécutifs à la plus grande coupure de courant de l'histoire de l'Amérique du Nord avoisine les 6 milliards de dollars. Raison officielle, des arbres poussant à proximité de lignes à haute tension. Pourtant, l'explication pourrait se trouver ailleurs. 3 jours plus tôt, le 11 août, quelqu'un, quelque part, a lancé le virus informatique le plus dévastateur de l'histoire. Blaster. Ça a sûrement été l'attaque la plus violente contre l'Internet. Mikko Hyppönen est un des chasseurs de virus les plus respectés de l'Internet. C'est ici, chez F-Secure, un laboratoire spécialisé dans la lutte contre les virus, que son équipe et lui ont identifié Blaster lorsqu'il s'est propagé sur l'Internet. Ce qui étonne le plus cet expert, c'est l'impact du virus sur le monde physique. Blaster a été le premier ver à démontrer qu'une telle agression peut perturber la vie quotidienne. Les passagers d'Air Canada se sont énervés de la lenteur de l'enregistrement, après qu'un virus a submergé des réseaux de la compagnie. Au moment où Blaster se répand, le système d'enregistrement d'Air Canada est paralysé. Et 3000 km plus au sud, les réseaux ferroviaires Amtrak et CSX sont victimes de retards dans 23 États américains. Des avions, des trains et des bateaux ont été bloqués. Une infection s'est répandue dans des installations militaires. Et 3 jours plus tard, ça a été la coupure de courant. Un virus informatique en est-il en partie responsable ? À ce jour, la plupart d'entre nous avons déjà eu affaire, et peut-être plus d'une fois, à un virus. Généralement, c'est à cause de l'un d'eux que notre ordinateur commence à fonctionner bizarrement ou au ralenti. Mais Blaster fait partie d'une menace d'un genre nouveau. Autrefois, les virus se déplaçaient sur l'Internet clandestinement avec d'autres programmes. Ils arrivaient sur votre ordinateur via les courriers électroniques, sous forme de pièces jointes, et ne s'activaient qu'à partir du moment où l'on ouvrait le fichier en question. Mais Blaster est un ver. Ces virus n'ont pas besoin d'un autre programme. Ils se propagent et s'activent par eux-mêmes. En clair, vous pouvez être victime de Blaster simplement parce que vous êtes connecté. Vous pouvez être touché rien qu'en étant en ligne. Vous dormez, mais votre ordinateur se fait infecter. Autrement dit, tout ce qui est connecté est vulnérable, y compris les systèmes gérant le réseau financier, les stations de traitement d'eau ou les centrales. Un virus s'est infiltré dans le système informatique d'une centrale nucléaire dans l'Ohio. 9 mois après la coupure de courant, le rapport officiel explique que Blaster, même s'il n'a été lancé que 3 jours plus tôt, n'a joué aucun rôle significatif dans l'immense interruption. Sceptiques, certains spécialistes avancent d'autres arguments que la simple chronologie. Dans les transcriptions des opérateurs qui étaient de service au moment de la coupure, les gens répètent que plus rien ne bouge, que leurs écrans sont figés, ce qui est exactement ce que provoque Blaster.
Blaster a-t-il provoqué la grande coupure de courant d'août 2003? La question reste en suspens. Mais depuis, personne ne doute qu'un virus soit capable de créer des problèmes dans le monde réel. Ça a permis à des agresseurs ou à des terroristes de se dire « Si un accident peut provoquer un truc pareil, peut-être qu'on peut y arriver nous aussi ». Ancien professeur au British Columbia Institute of Technology, Eric Byers étudie les dangers qu'il y a à relier des infrastructures critiques à l'Internet. Il ne fait aucun doute qu'un virus peut paralyser l'une d'elles. Et si nos réseaux électriques d'approvisionnement d'eau ou de transport disparaissaient, notre vie serait complètement chamboulée. Aujourd'hui, la plupart de ces infrastructures critiques sont reliées à l'Internet et les ordinateurs qui les font fonctionner sont les mêmes que les PC équipés du système Windows qu'il y a chez vous. 95% des ordinateurs utilisent Windows de Microsoft. Donc, si une menace quelconque qui affecte Windows se diffuse, elle se répand comme une traînée de poudre. Une compagnie pétrolière canadienne disposant d'une grosse infrastructure nous a contactés pour savoir si quelqu'un pouvait l'attaquer. À l'aide d'un simple ordinateur portable et de quelques logiciels de piratage, Eric entre facilement dans le système de gestion des réservoirs de la raffinerie. Je commence par couper l'interface homme-machine. Voilà, je fais croire à l'opérateur que tout se passe normalement. Ensuite, je demande à faire déborder les réservoirs. Comme vous le voyez, cette pompe vient de s'affoler et bientôt le réservoir va déborder. Dans la réalité, ça se serait traduit par une marée noire. J'aimerais vous dire, toutes les infrastructures critiques sont à l'abri, mais elles ne le sont pas. Si relier centrales et autres raffineries à l'Internet est si dangereux, pourquoi ne pas les laisser hors ligne? Pour des raisons commerciales. La consultante Marie Kirwan est aussi chroniqueuse pour le journal canadien Globe and Mail. Un cadre a expliqué que le risque valait d'être couru. Pour avoir un avantage par rapport à la concurrence, on peut avoir des liaisons ouvertes et non sécurisées entre les installations et le réseau informatique d'une société. Le problème, c'est que l'Internet n'a jamais été conçu pour être sécurisé. L'Internet n'a jamais été conçu pour l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui. Il ne devait servir ni au commerce ni à la conservation de données bancaires. À la fin des années 1960, des chercheurs mettent au point un réseau d'échange d'informations entre ordinateurs. Dans les années 1990, ce réseau devient public. Il se développe à vitesse grand V et ses utilisateurs se multiplient. Quiconque ayant un modem peut y avoir accès. Quand il y a 25 utilisateurs sur un réseau, on est presque sûr qu'ils vont bien se tenir. Mais quand il y en a 2 milliards, on est presque sûr que certains vont mal se tenir. Un ordinateur sécurisé, un réseau sécurisé, ça n'existe pas. Amit Yoran est l'ancien responsable de la cybersécurité au département à la sécurité intérieure américain. Je pense que, tôt ou tard, on va être victime d'une défaillance qui touchera soit les infrastructures nationales, soit les infrastructures internationales, d'une manière très nuisible. Quelqu'un va, à distance, réussir à accéder à ces systèmes et faire des ravages. En conséquence, l'économie va s'arrêter. Parce que nous ne serons plus en mesure d'accéder à notre banque en ligne, de passer un coup de fil ou d'allumer les lumières. Comme la plupart des virus, Blaster n'avait pas de cible privilégiée. Ses dégâts n'étaient que collatéraux et son lancement s'apparentait à du cybervandalisme. Un gamin aurait pu le faire. La plupart du temps, quand on met la main sur les auteurs, on découvre qu'ils n'agissaient que pour s'amuser, pour épater leurs copains.
Ils étaient dans une salle de classe, quelqu'un les ennuyait et ils ont décidé de créer un virus. Bien souvent, ce sont des gosses qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Et c'est pour ça qu'ils peuvent être aussi dangereux. Ce sont des pirates, même si certains ne voient en eux que des amateurs. Dans leur majorité, ce sont des gamins, mais les gamins grandissent. On est dans les coulisses de ce que vous prenez comme allant de soi avec l'Internet. C'est nous. Il y a 3 catégories de pirates. Les chapeaux blancs sont les gentils. Ce sont les chasseurs de virus ou vos collègues du service informatique. Les chapeaux noirs sont les méchants, les créateurs de virus ou les filous qui essaient de vous voler votre numéro de carte de crédit sur l'Internet. Et entre les deux, il y a les chapeaux gris, ceux qui mangent à tous les râteliers, les mercenaires de ce Far West d'un genre nouveau. Tu travailles pour qui, Donnie? Parlons d'autre chose. Le métier de Donnie, c'est pirate. Comment gagne-t-il sa vie? Mystère. Parfois, il est embauché par des sociétés pour s'infiltrer dans leur propre système. C'est ce qu'on appelle un test d'intrusion. On reçoit la permission de s'infiltrer comme le ferait n'importe quel pirate. Mais on est sous contrat pour identifier les défauts en matière de sécurité et les réparer avant qu'un méchant n'en profite. À l'instar de la plupart des pirates professionnels, Donnie a un passé trouble. J'ai été contacté par une société indienne qui voulait que je fasse une démonstration de mes talents, si on peut dire. Et j'ai réussi à compromettre 5 systèmes avec 5 vecteurs d'attaque différents. En examinant de plus près une de ces intrusions, j'ai constaté que j'étais entré dans mail.gouv.in. En fait, j'ai investi les infrastructures gouvernementales. J'avais la main mise sur les systèmes, sur tout ce que je voulais. J'ai dissimulé des portes dérobées pour revenir plus tard, j'ai lu des courriers électroniques et j'ai posé des capteurs clavier. Dans le jargon des pirates, on dirait que j'ai possédé l'Inde. J'ai possédé un petit pays. Non pas petit, j'ai possédé le 2e plus grand pays du monde. Nous avons demandé à Donnie de faire la preuve de ses capacités. Et en moins de 5 minutes, il s'est infiltré dans la base de données d'une grande compagnie aérienne. En gros, je pourrais récupérer tous les renseignements concernant les réservations. Vos données utilisateurs, comme votre nom, votre adresse, votre téléphone et votre numéro de carte de crédit, qui vous permettent de vérifier votre numéro de vol. Fort d'une telle puissance, quels dégâts un groupe de pirates pourrait-il occasionner? On pourrait sûrement neutraliser les infrastructures critiques des États-Unis en une journée. Je consacrerai une semaine à faire des recherches et une journée à l'attaque. Ce qui veut dire que je ferai sauter le réseau électrique, le réseau de communication et peut-être même la capacité militaire d'intervention. Ça deviendrait sûrement un État policier. tu exagères. Non. Le piratage est un secteur en plein essor. Il existe aujourd'hui des livres, des magazines et des cours pour apprendre à contourner les systèmes de sécurité. Il y a même des séminaires de piratage. La DEFCON, qui se tient tous les ans à Las Vegas, est le plus grand d'entre eux. Vous imaginez 7000 pirates lâchés en liberté dans la capitale mondiale du jeu? La DEFCON n'est pas un séminaire comme les autres. À l'entrée, on ne peut payer qu'en liquide. Il faut dire qu'avec 7000 pirates, c'est sûrement le dernier endroit au monde où on a envie d'utiliser sa carte de crédit. La DEFCON existe depuis longtemps. Sa réputation est variable. Les gens s'y piratent leurs badges. Ils piratent les portables de leurs voisins. C'est un endroit qui peut s'avérer dangereux. Vous pouvez apprendre à crocheter une serrure, électronique ou traditionnelle, ou à pirater un panneau d'affichage numérique. Et si la plupart des participants sont des pirates, on trouve aussi un grand nombre d'agents fédéraux. Ces dernières années, il y avait des agents du FBI sous couverture. Et on a parfois du mal à les différencier des vrais pirates.
Pour certains, le FBI est là pour espionner les pirates. Pour d'autres, il vient les recruter. On cherche les cadors parmi eux pour savoir quelles seront les menaces et les vulnérabilités de demain, parce que eux le savent. Comment repérer les agents du FBI? Facile, ils ont plus de 35 ans. Et comme il existe désormais des logiciels pour des enfants à partir de 6 mois, une nouvelle génération de pirates très jeunes s'apprête à prendre la relève. La preuve, un adolescent de seulement 15 ans a réussi à paralyser les poids lourds d'Internet. S'ils étaient en ligne, on pouvait les avoir. Dans le monde louche des pirates, personne n'a plus mauvaise réputation que Mafia Boy. Initiative surprise de l'adolescent de Montréal surnommé Mafia Boy. Il a reconnu devant le tribunal avoir paralysé plusieurs sites connus l'hiver dernier. Le tournant du millénaire a été le temps fort de la première ruée vers l'or du .com. Les géants Yahoo.com, eBay.com et Dell.com gagnaient des centaines de millions de dollars chaque jour grâce au commerce en ligne. Mais en février 2000, ces sites se sont brutalement retrouvés à la merci d'un adolescent de 15 ans. Un lycéen de Montréal nommé Michael Calce, alias Mafia Boy. Mon père m'a acheté un ordinateur quand j'avais 6 ans et j'ai été fasciné par ce que je pouvais faire avec. À 12 ans, Michael est déjà un pirate renommé. À 15 ans, il est sollicité pour intégrer un des groupes de piratage les plus puissants de l'époque. Je me suis senti honoré. C'était TNT Force, un grand groupe de pirates russes qui avait une assise et de solides programmeurs. Dernier membre en date de l'organisation, Michael a hâte de faire ses preuves. Il met donc sur pied un plan pour détruire un gang de pirates rivaux en créant l'arme informatique absolue. Je voulais créer un nouvel outil plus puissant que tout ce qu'on avait vu jusqu'alors pour leur faire regretter d'être devenus pirates. Mais avant de s'en prendre à ses adversaires, Michael doit d'abord tester son arme. Il choisit pour cible Yahoo, qui est à l'époque le plus gros, le plus actif et le plus rentable des sites de l'Internet. Il n'a jamais pensé qu'un des sites les plus importants, qu'une des sociétés de e-commerce les plus riches, serait paralysée par le système qu'il avait mis au point. Au matin du 7 février 2000, Michael prépare son offensive. Il règle le minuteur de son arme pour avoir un alibi et se rend au collège où il est en classe de 3e. Il est en classe. Le prof fait son cours, mais Michael ne fait pas très attention, parce qu'il ne pense qu'au compte à rebours. À 10 h du matin, commence ce qui demeure à ce jour la plus grande attaque contre la toile. En rentrant, j'avais hâte de me mettre au clavier pour voir ce que ça avait donné. Et j'ai compris que c'était plus qu'une réussite, parce que le site Yahoo.com était toujours bloqué. L'arme de Michael a lancé une offensive directement contre les ordinateurs de Yahoo. C'est ce qu'on appellera une attaque de déni de service. À chaque fois que vous accédez à un site, votre ordinateur formule une demande auprès de ceux du site. Michael a pris le contrôle de la bande passante de dizaines de gros ordinateurs, principalement dans des universités américaines. En les dirigeant tous vers Yahoo pour lancer des millions de demandes à chaque seconde, il a saturé et fait planter le site. Quand vous appelez une pizzeria et que ça sonne occupé, c'est qu'il y a trop d'appels. J'ai fait pareil. J'ai envoyé tellement de demandes que Yahoo s'est déconnecté. Aujourd'hui encore, les défenses contre ce type d'attaque restent très rares. Après l'effondrement de Yahoo, Michael se laisse un peu griser par son succès. Les sites de CNN, Amazon, eBay et Dell, des sociétés qui brassent des milliards, sont tout aussi facilement saturés par Mafia Boy. CNN a certainement subi la pire attaque.
Parce que quand son site a sauté, il en a emporté 1200 autres avec lui. Tous les sites qui étaient liés à CNN.com ont disparu. Et j'ai commencé à comprendre que j'avais quelque chose d'encore plus puissant que ce que je pensais. Je l'avais pressenti auparavant, mais là, j'ai su que presque rien ne pouvait m'arrêter. Ces attaques font les gros titres de la presse internationale et sèment la zizanie parmi la nouvelle économie. Dans ce contexte, le prix des sociétés qui ont été touchées a chuté à la bourse. La ministre de la Justice américaine a dit qu'il fallait mettre la main sur les responsables. Le président Clinton a organisé un sommet sur la sécurité à la Maison-Blanche pour trouver des moyens de contrer les futures attaques de ce genre. Les premiers rapports ont estimé le montant du préjudice à 1,7 milliard $. Le tout avec un Pentium 1-300. Sa vantardise vaut à Michael d'être arrêté et condamné à 8 mois d'incarcération dans un foyer pour jeunes délinquants. Mais à cause de lui, du jour au lendemain, l'Internet ne semble plus être un endroit aussi sûr pour faire des affaires. Les gens n'ont pas compris l'ampleur de la vulnérabilité de l'Internet jusqu'au moment où un gamin de 15 ans la leur a montré. Il a prouvé que le grand public se trompait. Et il a démontré quelque chose que les experts savaient depuis longtemps, à savoir que fonder le e-commerce sur l'Internet n'était peut-être pas une très bonne idée. Et il a prouvé qu'il n'y avait pas de stratégie coordonnée au niveau du gouvernement et du secteur informatique pour corriger les défauts du système et repousser de telles attaques. Il n'y a pour ainsi dire pas de policiers sur l'Internet, car il est trop démesuré, trop international et trop anonyme. Il est très difficile d'identifier qui est en ligne, à quel moment et où se trouve tel utilisateur qui disparaît ensuite dans le néant. Dès qu'il ferme sa connexion, il se transforme en fantôme. Généralement, les chapeaux noirs prennent pour cible une entité et son système d'exploitation omniprésent. Aujourd'hui, cette société mise sur l'autodéfense. Microsoft offre une récompense. La société donnera de l'argent aux gens qui fourniront des renseignements au sujet d'un créateur de virus s'il débouche sur une condamnation. Une prime de 250 000 $ sera donc versée en échange d'un tuyau qui permettra d'arrêter et de condamner quiconque aura créé un virus destructeur. Nous avons demandé à Donnie s'il était prêt à relever le défi. Je ne sais pas si c'est faisable. C'est très difficile d'identifier le créateur d'un morceau de code. Un morceau de code ne dépasse parfois pas 4 lignes. Et n'importe qui peut le taper sur un ordinateur n'importe où. Si j'arrivais à trouver quelqu'un et si j'obtenais cette prime de 250 000 $, mon avenir serait assuré. Sa cible, un virus Microsoft Word. Il est baptisé ainsi car il se cache dans un document Word que son auteur envoie par courrier électronique. Mais si Blaster a détruit sans discrimination en inondant l'Internet, ce virus est nettement plus malfaisant. Après avoir infecté un ordinateur, il récupère les fichiers qui s'y trouvent et les envoie à l'auteur du virus. Et la variété de documents récupérés inquiète Donnie. Des dessins de conception assistés par ordinateur, des tableaux, des documents en format PDF, des plans pour des bâtiments et des machines. La nature des données subtilisées touche les infrastructures critiques, le cœur du système militaire américain. On sait que ce virus a déjà pris pour cible des centres énergétiques et des institutions gouvernementales. C'est au sens propre un logiciel espion. Premier arrêt pour Danny dans sa recherche des auteurs du virus, la Russie, patrie des pires chapeaux noirs. On n'y arrivera peut-être pas, mais on peut essayer.
Mais des menaces encore plus redoutables pèsent sur l'Internet. On estime qu'à lui seul, un botnet a infecté 15 millions d'ordinateurs. Donc, il y a une pléthore d'attaques potentielles qui planent au-dessus de nous. Ces dernières années, pirates et virus ont évolué. Les vilains garnements ne représentent plus le problème principal. Aujourd'hui, tout tourne autour de l'argent et les virus sont conçus dans le but de vous dérober vos données. À la belle époque, les virus étaient presque tous écrits par des amateurs, des fondus d'informatique qui voulaient s'amuser ou devenir célèbres. Mais ça a commencé à changer courant 2003. Depuis, des professionnels font la même chose pour gagner de l'argent et certains empochent des millions. Si les voleurs pénétraient jadis par effraction dans votre maison, ils ont beaucoup moins de mal aujourd'hui à entrer dans votre ordinateur pour récupérer vos données personnelles, vos numéros de carte de crédit et vos données bancaires, autant d'éléments faciles à monnayer. Un pirate m'a dit que l'usurpation d'identité est prometteuse et rémunératrice. Pourquoi travailler pour un salaire de misère quand on peut descendre dans les meilleurs hôtels et s'offrir des télés avec écran géant avec l'argent des autres? TJX a annoncé le vol de plusieurs millions de numéros de cartes de crédit et d'autres données clients. En 2007, TJX, une chaîne de grands magasins avec plus de 2000 points de vente à travers le monde, a été victime du plus vaste vol par Internet connu à ce jour. Les voleurs se sont infiltrés dans le système informatique, certainement via une connexion sans fil non sécurisée. Ils en ont gardé le contrôle pendant au moins 18 mois, voire plusieurs années. Nous n'avons aucune certitude. Ils ont téléchargé des millions de numéros de cartes bancaires. Combien exactement? Nous ne le saurons sûrement jamais. Les estimations initiales étaient d'environ 45-46 millions de personnes. Mais plus récemment, on est arrivé au chiffre de 94 millions. Et ces voleurs ne se sont pas arrêtés en si bon chemin. Au départ, on a cru qu'ils n'avaient pris que des numéros de carte et des profils bancaires. Mais ils ont aussi volé des numéros de permis de conduire, ce qui est nettement plus grave, parce que ça permet à des voleurs de se créer une fausse identité. Les pirates ont eu recours à une technique appelée war driving, ou piratage Wi-Fi. Ils se promènent en voiture avec un ordinateur portable et une antenne maison, qui se résume souvent à un tube de chips enroulé dans une feuille de papier alu, dont ils se servent pour repérer les accès sans fil non protégés. Une fois qu'ils en ont trouvé un, ils s'infiltrent dans le système et dérobent tout ce qu'il y a sur votre ordinateur. Je connais des gens qui souhaitent garder l'anonymat, qui font ça pour s'amuser. Ils repèrent des bornes Wi-Fi non protégées et ils m'ont montré des entreprises comptant parmi les 500 plus riches selon le magazine Fortune, qui avaient des accès non protégés dans leur réseau. Trouver ces accès n'a rien de difficile. Il y en a presque partout. J'en ai vu dans des banques, dans des aéroports. Tous les guichets ont un accès sans fil non sécurisé. Et c'est pour ça qu'il est presque impossible d'appréhender les voleurs. Ciblant les connexions sans fil, ils sont toujours en mouvement et on peut seulement les prendre en flagrant délit. Lowe's est une enseigne de bricolage qui a des magasins gigantesques un peu partout aux États-Unis. Un jour, la société s'est rendue compte que quelqu'un s'infiltrait dans son système informatique. Et elle a contacté le FBI qui a fait intervenir plusieurs dizaines d'agents dans un magasin de Southfield, dans le Michigan. Ces agents n'avaient aucune idée de ce qui se passait, à tel point qu'ils pensaient que quelqu'un était entré dans le magasin et s'était connecté au réseau via une prise murale. C'est alors qu'un agent monté sur le toit a remarqué une vieille guimbarde d'où dépassait un tube de chips roulé dans de l'aluminium. Et il s'est dit qu'il fallait peut-être s'y intéresser. Et effectivement, quelqu'un essayait d'entrer dans le système de Lowe's pour voler des données concernant les cartes de crédit afin de les vendre à la mafia russe de Détroit. Donnie nous montre à quel point c'est facile et rapide. En 5 minutes, le ping a sonné 64 fois. Ce qui veut dire
qu'on a trouvé des points d'accès à un réseau sans fil actuellement utilisé par quelqu'un. Si on était des individus, disons, armés de mauvaises intentions, on pourrait se rendre sur n'importe quel site internet et envoyer des courriers électroniques. Un accès sans fil non sécurisé, c'est une brèche énorme dans laquelle les pirates s'engouffrent. Et le war driving n'est pas la seule astuce facile à apprendre. À l'heure actuelle, l'Internet regorge de boîtes à outils de piratage. Il s'agit d'un ensemble de programmes très performants et totalement illégaux qui permettent à un débutant de devenir un pirate de niveau moyen. Si vous cherchez des boîtes à outils de piratage, vous pouvez en télécharger des tas. Elles sont faciles à trouver et la plupart sont gratuites. Par exemple, il existe des kits d'écriture de virus dans lesquels on sélectionne le virus désiré pour que le logiciel le crée. Aujourd'hui, plus besoin d'être un spécialiste pour devenir pirate. Il suffit d'avoir le bon logiciel. Il n'a jamais été aussi facile de lancer une attaque dévastatrice ou de voler des renseignements sensibles. N'importe quel moteur de recherche permet d'y arriver. Ça ne fait pas de vous un pirate, mais ça vous rend dangereux. Vu l'abondance des boîtes à outils, on devrait entendre plus souvent parler de cyberattaques. Sauf qu'un bon nombre d'entreprises préfèrent garder le silence sur ce sujet. Si vous êtes victime d'une cyberattaque, le mieux à faire, c'est de l'étouffer, de n'en parler à personne. À l'heure actuelle, rares sont les lois à contraindre les sociétés à signaler qu'elles ont été victimes de cyberattaques. Mieux vaut ne pas inquiéter le chaland. Les sociétés n'ont pas intérêt à ce que leurs clients apprennent que 10 millions de numéros de carte de crédit ont été dérobés. Elles ne veulent pas voir chuter leur valeur boursière. Il est important pour les spécialistes de la sécurité de savoir comment les attaques évoluent. Mais si les victimes ne disent pas qu'elles ont été attaquées ou de quelle façon, comment améliorer la protection? C'est un vrai problème. Une fois en possession des renseignements vous concernant, les voleurs les vendent au plus offrant, souvent en passant par un marché noir florissant sur l'Internet. C'est le plus gros changement en matière de sécurité. Depuis 2005 environ, un marché pour les identités est apparu. Sur ce marché noir, un numéro de carte de crédit valide vaut à peine $1. Les pirates préparent des échantillons. Ils donnent 10 numéros à tester, et s'ils sont bons, on peut retirer de l'argent ou acheter quelque chose avec. Ils proposent aussi des identités complètes avec numéro de sécurité sociale et adresse pour $5. Des gosses ont gagné jusqu'à $150 000 en 6 mois grâce à diverses fraudes à la carte de crédit ou grâce à l'hameçonnage. Et ils se sont lancés dans une orgie d'achats en ligne. Ces dernières années, la cybercriminalité a explosé. Certains la comparent au trafic de drogue. Une étude réalisée en 2006 a montré qu'elle coûtait plus d'argent aux entreprises que la délinquance classique. Et elle provient principalement d'un pays. Si vous demandez quelle est la patrie des pirates à l'heure actuelle, la plupart des spécialistes vous répondront que c'est la Russie. Il y a quelques années, la mafia russe flairant une aubaine s'est intéressée à l'Internet. Et pourquoi pas? La cybercriminalité était moins risquée que d'autres activités illégales et l'Internet permettait aux mafieux de travailler à l'international. Il suffisait d'avoir quelques programmeurs. En Russie, la mafia recrute des programmeurs et des techniciens prometteurs pour qu'ils travaillent pour elle. Ces syndicats du crime sont responsables de la majeure partie des virus et de l'activité des pirates. Il a fallu 20 ans pour passer des tout premiers virus à 250 000 virus. C'est ce qui nous inquiétait début 2007. Mais fin 2007, on en était déjà à 500 000 logiciels malveillants. Leur nombre a donc doublé en un an. C'est pour cette raison que la sécurité informatique est un marché florissant. Au cours des dernières années, des laboratoires de conception d'antivirus se sont créés dans le monde entier. Basé à Moscou, Kaspersky est l'un des plus importants.
Tous les jours, nous recevons plus de 2000 virus, chevaux de Troie et vers. Pour offrir une protection constante et permanente, les analystes doivent travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On les surnomme les pivers parce qu'ils tapent très vite sur leur clavier. Donnie demande de l'aide pour débusquer l'auteur du virus Microsoft Word et entre en contact avec un groupe de criminels de l'Internet russe. Ce gang ne se différencie en rien d'un réseau illégal spécialisé dans les pièces de voitures volées ou l'équipement électronique volé. Ces types essaient de trouver et de vendre un produit, de blanchir l'argent et de tirer un bénéfice. Un des membres du gang accepte de rencontrer Donnie dans un café. Il lui apprend qu'il fait partie d'une équipe de pirates qui travaille principalement comme carders. Ils volent des renseignements concernant des cartes de crédit et les vendent en ligne. On fait ça depuis 1 an environ. On fait du recel, en quelque sorte. Le chef du groupe avec lequel je travaille gagne entre 9 000 et 15 000 $ par semaine. Je n'imaginais pas que ça représentait autant d'argent. Je pensais à 1 000 $ par semaine. Donnie se renseigne sur l'achat de virus permettant de voler les renseignements contenus dans un ordinateur. Je m'intéresse aussi aux chevaux de Troie et aux portes dérobées. Ça coûte jusqu'à 1 000 $. Vraiment? 1 000 $ pour un cheval de Troie? De 400 à 1 000 $. C'est dingue. Mais tous les virus n'ont pas une finalité aussi évidente. En 2007, un nouveau type de logiciel malveillant a fait son apparition. Le Stormworm. Il infecte sans prévenir et apparemment sans conséquence. À ce jour, personne ne sait à quoi il sert. On me demande souvent comment on peut savoir si on est infecté par un Storm. Et justement, on l'ignore, parce qu'aucun message n'apparaît. Storm ne détruit rien. Il ne fait pas de musique, il ne fait rien de ce que faisaient les virus à l'ancienne. Il est invisible. Invisible, mais aussi indétectable, car il change en permanence. Il mute. À chaque fois que vous le téléchargez, vous en avez une copie différente. Et si vous le débusquez et que vous essayez de l'enlever, il attaque. Mais si le Stormworm fait la une dans le monde entier, c'est parce qu'il transforme un ordinateur en zombie ou en robot. Et son auteur peut alors contrôler votre ordinateur à distance et à votre insu. Un zombie est un ordinateur qui n'est plus contrôlé par son propriétaire. Mais ce dernier l'ignore. Il pense que son appareil fonctionne correctement. Mais quelqu'un, en coulisses, a accès à l'ordinateur et peut en faire ce qu'il veut, n'importe quand via le réseau. Ce ver infecte des milliers d'ordinateurs, créant autant de zombies. Son auteur relie ensuite tous ces zombies pour créer un réseau de robots ou botnet. L'objectif d'un botnet est de permettre à un tiers de s'approprier votre ordinateur, d'avoir ce que j'appelle la clé sous le paillasson, qui lui permet de revenir quand il le souhaite, sans que vous le sachiez. Un botnet permet d'utiliser la puissance combinée de tous les zombies simultanément. Vous pouvez émettre une instruction pour que ces ordinateurs envoient autant de trafic que possible en direction d'un seul site. C'est l'attaque de déni de service. C'est celle que Mafia Boy a employée contre Yahoo. Des opérateurs russes de botnets vendent des attaques de déni de service lancées par leur réseau de robots à l'heure ou à la journée. La spécificité des botnets, c'est leur taille et leur complexité.
Des experts estiment le nombre d'ordinateurs zombifiés à plusieurs millions. Pourtant, nul ne connaît leur objectif. On estime qu'à lui seul, un botnet a infecté 15 millions d'ordinateurs et qu'il n'a encore servi à rien. Donc il y a une pléthore d'attaques potentielles qui planent au-dessus de nous. Ce qui nous inquiète, c'est que le Stormworm a contaminé un grand nombre d'ordinateurs, qui, ensemble, constituent une sorte de super-ordinateur géant. Si des gens mal intentionnés en prennent le contrôle, ils risquent de faire des ravages à très, très grande échelle. Donny cherche toujours les auteurs du virus Microsoft Word. Il demande à son contact si les Russes sont dans le coup. Ils récupèrent des dessins et des plans auprès de sociétés qui fabriquent des missiles, qui font de la sous-traitance pour l'armée. Non, nous on ne fait pas ce genre de choses. D'autres oui, mais moi je suis pas au courant de ça. Tu ne sais rien du virus Microsoft Word. On m'a dit que les Russes l'utilisaient. Les Chinois, oui. Les Chinois ont la technologie. Ce sont eux qui font ce genre de choses. Ce sont eux qui visent le pactole. Le pactole. Ouais. La menace qui se profile ainsi n'est rien moins que celle de la guerre informatique. Je crois qu'il faut s'inquiéter d'un éventuel Pearl Harbor numérique. En avril 2007, l'Estonie s'est brutalement retrouvée dans le camp des perdants d'une bataille contre le plus grand pays du monde. Ce qui a commencé comme une manifestation contre le transfert d'un monument à la mémoire des combattants soviétiques vers un cimetière militaire a rapidement dégénéré. Des émeutes ont éclaté et des pirates russes ont déclenché ce que certains ont appelé la première guerre informatique mondiale. Ce qui s'est passé en Estonie a été une cyberattaque de grande envergure. Quelqu'un a essayé de s'en prendre au pays, à son gouvernement, à ses organisations financières. La guerre informatique. Un concept terrifiant et jusqu'à une date récente, hypothétique. L'Estonie était particulièrement vulnérable car elle figure parmi les pays dans lesquels l'usage de l'Internet est le plus répandu. Plus de 78% des citoyens estoniens utilisent la banque en ligne. Dans un pays où la plupart des gens utilisent ce service, attaquer l'Internet a de quoi inquiéter beaucoup de monde. Au point que les gens se demandent si leur argent est bien toujours à la banque, même s'ils n'y ont plus accès. En quelques minutes, les pirates isolent les banques, mais ils frappent aussi la télévision, les journaux et les institutions gouvernementales. On a assisté à la plus grande attaque contre les infrastructures d'un pays et elle a vraiment eu un impact sur la vie quotidienne des citoyens. Bien que le gouvernement russe nie toute participation, il ne fait aucun doute que ces attaques avaient un but politique. Nous n'avons aucune preuve tangible indiquant un lien avec un quelconque gouvernement. Cependant, nous avons des raisons de croire que cette attaque trouve son origine dans la Fédération de Russie. À une époque, les États-Unis ont considéré la Russie comme le principal adversaire informatique. Dès 1998, ce pays a été accusé d'avoir piraté certains systèmes du gouvernement américain. Mais aujourd'hui, l'Amérique a peur d'un autre espion, la Chine. C'est le pays qui nous inquiète le plus. Aujourd'hui à la retraite, Rick Howard était lieutenant-colonel dans l'armée de terre américaine. Il a passé les 2 dernières années de sa carrière au poste de chef de l'équipe d'intervention en cas d'urgence informatique. D'après leur doctrine militaire, les Chinois doivent être en mesure de s'en prendre aux États-Unis d'ici 2025. Ils ne le feront pas avec des chars d'assaut. Leur plan consiste à déclencher une guerre asymétrique avec l'Internet comme engin d'attaque. Selon Rick Howard, des pirates chinois minent actuellement les ordinateurs du gouvernement américain à l'aide d'outils similaires au virus Microsoft Word.
Ils volent tous les documents enregistrés sur les disques durs, les fichiers Word, les fichiers PowerPoint, les documents Excel, et ils les rapportent en Chine. Ça représente des millions de documents. Le vol de secrets d'État via l'Internet a détrôné l'espionnage de papa. Mais ce qui inquiète le plus Rick, c'est que la Chine recrute et entraîne des pirates. L'armée populaire de libération chinoise recrute des pirates parmi la population et les forme aux tactiques de la guerre informatique. Elle leur verse un salaire pour qu'ils infiltrent les réseaux de certaines institutions et du gouvernement américain. En 2007, les États-Unis ont affirmé que la Chine avait lancé une cyberattaque contre le Pentagone, ce que le gouvernement de Pékin a démenti officiellement. Dans quelle mesure sommes-nous vulnérables à une cyberattaque et que signifierait-elle? L'effondrement complet des systèmes financiers, de santé, de transport routier et aérien, du gouvernement, des structures d'un pays. Il faut s'inquiéter d'un éventuel Pearl Harbor numérique. Il est toujours possible qu'un groupe terroriste lance une attaque de déni de service très efficace. Les gens doivent impérativement comprendre que ce qui se passe dans le cyberespace est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Quand une telle attaque se produira, serons-nous prêts à y faire face? Donny renonce à chercher les auteurs du virus Microsoft Word. D'après lui, c'est trop risqué. Il ne s'agit plus de chapeaux noirs, de gamins ou de jeunes amateurs, mais d'un effort coordonné de la part du gouvernement chinois, non seulement contre les États-Unis, mais contre l'Occident en général. La prime ne lui paraît plus aussi alléchante. Le pourcentage de réussite est très faible selon moi. Et en bon chapeau gris, il s'intéresse déjà à autre chose. Pour qui travailles-tu maintenant, Donny? Sans commentaire. Très bien. Michael Calce a écrit un livre sur sa vie de pirate. Je ne pouvais pas rester les bras croisés vu ce qui se passe et à quel point ça empire. 8 ans après son attaque, il dit pouvoir refaire exactement la même chose. Parce que personne n'a rien fait. Les sociétés disent investir dans la sécurité informatique, mais la situation ne fait qu'empirer. Les attaques se multiplient. Le nombre de virus a doublé en un an. Des réseaux, comme celui du Pentagone, repoussent des attaques presque quotidiennement. La sécurité informatique représente-t-elle une menace pour les infrastructures critiques des pays du monde? Bon, ça ne fait aucun doute. C'est censé être un peu turbulent, un peu incontrôlable. Mais pour avoir cette ouverture et cette liberté, il faut faire face aux menaces. L'interconnexion entre l'Internet et les infrastructures critiques est particulièrement vulnérable dans notre société moderne. Il faut y réfléchir à 2 fois avant de relier des infrastructures critiques à l'Internet. Je préférerais qu'elles n'y soient pas reliées, c'est-à-dire qu'elles n'utilisent pas les mêmes câbles. De plus en plus d'aspects de notre vie quotidienne passant par l'Internet, il est impossible de nier l'enjeu. Le résumé de la commission d'enquête sur les attentats du 11 septembre 2001 a conclu que les autorités n'avaient pas imaginé un tel acte. Évitons que notre imagination ne commette à nouveau une erreur.